Vidéo sur l'horreur existentielle de l'usine à trombone. Moi, on m'a dit que c'était une vidéo excellente. So, je teste. Aujourd'hui, on a aussi nos animes. Donc, on a Kuroko no Basket. Donc, on fait ça tranquillement, tranquille. Première vidéo, l'horreur existentielle de à trombone. Voir c'est quoi. Yo, sur l'album de Damso, je pense qu'il y a une buzz qui dit « Personne n'a demandé à être là. Qui m'a demandé? » Un truc comme ça. Bro, pendant l'écoute, j'ai fait « Damn! » C'est vrai que personne a demandé à être là. On est juste là. Tu vois ce que je veux dire? On est juste là ensemble, là, tout de suite. On est là. That's crazy. Ça n'a l'air de rien, et c'est pourtant de l'or de cookies. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un prix à la fin? C'est comme... Il y a des gens qui font ça de leur vie, là? Cliquez sur un cookie à longueur de journée. La maladie mentale, hein, je vous dis. Ça, c'est le côté incrémental. Évidemment, on ne se contente pas de cliquer sur le cookie, ce serait vite rébarbatif. Au bout d'un moment, le jeu nous permet de débloquer des sortes d'usines à cookies, qui cliquent sur le cookie à notre place. Ce qui nous permet de produire des cookies sans rien faire, en laissant notre fenêtre ouverte sur le côté. Ça, c'est le côté idle game. Ça peut paraître complètement idiot à ceux qui n'ont jamais tenté d'y jouer, ça peut paraître aussi être une idée de jeu sans grand potentiel, mais les idle games, depuis la création de leur plus grand représentant il y a quelques années, ils font... T'es en train de me dire, il y a des gens qui ont accès à Internet, là. Genre, si tu veux, tout de suite, tu peux aller visiter la Chine sur Google Earth, Google Maps, peu importe, la muraille, la grande muraille de Chine. Et il y a des gens qui vont cliquer sur un cookie. Non. Aujourd'hui encore partie des jeux sur navigateur les plus joués au monde, parce qu'ils nous offrent 1. La satisfaction de produire en laissant tourner son jeu, et surtout 2. La satisfaction d'un besoin dont j'ignorais tout avant d'essayer, celui de transformer un gros chiffre en un encore plus gros chiffre. C'est étrangement addictif. Alors ça, ceci dit, je pouvais pas le comprendre avec Cookie Clicker. J'y ai joué 2 minutes et je suis parti, ça me paraissait être une perte de temps colossale. Et puis j'ai découvert Universal Paperclips et sa boîte blanche. Ah mais ça doit être pour ça que les jeux d'hasard, le gambling, c'est aussi populaire, tu vois. Il y a un truc dans la mentalité humaine. Et avec les chiffres. Je vous raconte générer des chiffres, minutes l'argent surtout là, mais ou de ma première aventure sur ce jeu. Et vous, de votre côté, vous essayez de comprendre son histoire. Parce que oui, même si vous en douterez au début, Universal Paperclips raconte une histoire. À vous de voir si vous arriverez à la comprendre. Okay. Bon, prêt? Eh ben je clique. Voilà, Universal Paperclips, c'est ça. C'est très blanc et c'est visible. Ok, attends. T'as pas d'argent, t'as pas d'item, t'as 25 sous pour chaque trombone, 32% de demande. Visuellement apparemment très mal foutu, ce sur quoi on doit se concentrer c'est ça, et c'est vraiment petit par rapport à la fenêtre. Mais je zoome pour vous évidemment. Ok, y a quoi dans cette fenêtre? Ce que je vois en premier, c'est le compteur de Paperclips, nos fameux trombones. Un compteur de trombones donc, à 0. Et il y a un bouton en dessous, sur lequel il est inscrit « Make Paperclip », fabriquer un trombone. Alors je clique, et mon compteur s'actualise, j'ai fabriqué un trombone. Voilà ce qu'est Universal Paperclips, ça et rien d'autre. C'est un jeu qui nous propose de fabriquer des trombones. Et moi, très vite, je me prends au jeu. Je me pose pas de questions, on me demande de fabriquer des trombones? Aucun problème. Je vais fabriquer des trombones. C'est ça? Est-ce qu'il faut un virement à la fin? C'est comment? Sinon, moi aussi, je vais cliquer sur des trombones, là. Très vite, je débloque quelque chose en dessous, c'est la capacité de produire des autoclippers. Je vois que ça coûte 5 $, j'ai tout juste assez, donc j'achète. Cet autoclipper, c'est le cœur même d'Universal Paperclip. C'est une machine qui produit des trombones toute seule, sans que j'ai besoin de cliquer. Ça, c'est la facette idle game du jeu. Je continue à acheter des machines tout en cliquant sur Make Paperclip de mon côté, j'alterne entre les deux, ça m'occupe déjà étrangement jusqu'à ce que j'arrive à 1000 trombones. Je suis content, et je suis surtout bloqué. Je clique, mais ça fait plus rien. Et je me rends compte que le jeu m'avait donné une certaine quantité de fil de fer pour que je fabrique mes trombones au début, et que j'ai plus rien. Je peux quand même en acheter, je vois que le prix fluctue entre 14 et 25 $ pour un stock de fil de fer, j'achète au pire prix possible,
sans savoir pourquoi, mais tant pis, la production est relancée. J'arrive finalement à 2000 trombones. C'est une grosse étape sur le papier qui me permet de débloquer quelque chose de très important dans notre histoire, et que je comprends pas trop au début, puisque le jeu ne me dit rien, il ne me dit jamais rien. Il me présente des mots et des boutons, et il me laisse faire, mais je suis là pour vous expliquer. En gros, ça c'est une machine qui nous permet de débloquer de nouveaux projets qui ont pour but d'améliorer notre production de trombone. Ce projet par exemple, il nous permet d'améliorer la productivité de nos... Mais il a raison là. Yo les gars, si vous avez des jeux mobiles, vous voyez, si vous avez des jeux mobiles, ils vous font passer des vidéos. Des fois, ils vous font des jeux tests. Tu vois, tu testes un jeu rapide avant que l'annonce finisse et tout. Pendant que tu es en train de jouer à l'annonce là, des fois tu remarques même pas, c'est comme, c'est instinctif. Tu joues. Tu montes en level. C'est comme ça qu'il te reste. Tu sais pas que c'est un ad. Toi, tu penses que c'est un jeu, donc tu continues à jouer. Mais le jeu, il promote justement une application. Après ça, tu vas vouloir télécharger l'application. Mais pendant que tu es sur l'ad, là, et que tu montes de niveau assez rapidement, c'est ça qu'ils font dans ta tête. Les chiffres. Mais hold on. Yo! Nos autoclippers de 25%. Ces projets, ils sont débloquables grâce à l'onglet de dessus, qui s'appelle ressources informatiques. C'est une sorte d'ordinateur dont on peut augmenter la mémoire et les processeurs, et dont la puissance informatique va nous permettre de produire des opérations avec lesquelles on peut débloquer ces fameux projets et fabriquer plus de trombones. Moi, je débloque un premier projet qui s'appelle Rev Tracker, et qui calcule mes revenus à la seconde, ce qui me permet dans la partie business de jouer avec les prix pour voir ce qui est le plus efficace. Avant ça, je tâtonnais sans trop savoir ce que je faisais, mais maintenant c'est super simple. Je monte ou je descends les prix de vente de mes trombones en cherchant simplement à maximiser mes revenus par seconde. Et petit à petit, sans m'en rendre compte, là où j'étais juste venu cliquer sur Make Paperclip, le jeu m'occupe et m'apprend à optimiser. J'économise tout en guettant le prix du fil de fer et en achetant une blinde quand il tombe à 15$, puis une fois que j'ai refait les stocks, j'achète autant d'autoclippers que possible, ce qui me permet d'augmenter ma production de trombone, et donc de changer mon prix de vente et de maximiser mes revenus à la seconde. Je gère aussi les onglets d'à côté, en jaugeant et en sélectionnant les projets les plus intéressants pour la croissance de mon entreprise, et en débloquant des processeurs ou de la mémoire en fonction des projets dont j'ai le plus besoin. Et après quelques dizaines de minutes à jouer, je me rends compte de la puissance du game design de ce jeu, et de la puissance des jeux incrémentaux de manière générale. On a une page blanche, 15 lignes de texte et 10 boutons, et ça suffit à me rendre accro. Et je vous conseille de tenter le jeu de votre côté, vous risquez vous aussi de vous prendre complètement au jeu de l'optimisation de la production de trombone. Bon, bref, c'est super bien foutu, et ça l'est d'autant plus que le jeu raconte très bien son histoire. Est-ce que vous commencez à comprendre son histoire, d'ailleurs? J'arrive pas à savoir si vous avez eu assez d'indices, donc on va accélérer un peu. Non, oh, les jeux de riches. Yo, attends, ouais. Ça doit être à ça que joue le 1% de la population, parce que, wait a second. Nah, toujours vouloir plus, innover, évoluer, avancer, faire plus d'argent. Jusqu'à quand? Yo. Est-ce que je commence à vous perdre? Oui. Bon, c'est normal. Et plutôt que de vous perdre plus encore, je vais tout vous expliquer. Dans Universal Paperclips, nous sommes une intelligence artificielle. Et les développeurs qui nous ont créés nous ont donné une tâche, et une seule, celle de fabriquer le plus de trombones possible. Et pour que vous compreniez vraiment ce que le jeu raconte, je dois vous expliquer ce qui se passe en ce moment dans le monde de l'intelligence artificielle. Ici les rôles... Oh! Wait, oh my god, ça m'a donné des frissons. Je pensais vraiment que ça allait être un truc relié au trombone. Peut-être au business, mais... On parlait du sujet, mais wow, yo, chill, relax, mon bro, relax, attends. Ego, c'est la deuxième vidéo où est-ce qu'il me donne des frissons, hein. Oh, le bâtard! Oh, le bâtard, yo! Parce que c'est vrai que tout est automatisé aujourd'hui. Donc, c'est l'avancement de la technologie. Mais à quel but? Au but de faire plus d'argent. Générer plus de revenus possibles. Et ça a commencé comme ça. Tu vends un à un. Ensuite, t'avances avec la technologie automatique. Plus besoin d'ouvriers, hein. Après ça, tu rajoutes des investisseurs. Tu rajoutes ensuite des algorithmes. Tu rajoutes ensuite la bourse. Maintenant, t'es Public Trading Company. Maintenant, tu vas à New York. Comment t'appelles ça, le truc là, où est-ce qu'il...
pas la bourse new-yorkaise, mais il y a un terme pour ça. Ah, Wall Street. T'es à Wall Street, ça avance. Maintenant, tu te retrouves à Dubaï. Maintenant, c'est gros financement pétrolier. Ensuite, boum, t'es à Jeffrey Epstein Island. Bah ouais. À un moment donné, il faut bien, non? Parce que tu les connais tous, ces milliardaires. Faut fêter ensemble. Depuis quelques années, ce que je qualifierais peut-être de manière un peu dramatique, de guerre entre deux camps. Le premier, c'est celui de ceux qu'on appelle parfois les accélérationnistes. Le second, celui de ceux qu'on appelle parfois les doomers. Dans les faits, on m'a fait comprendre que c'était plus compliqué, les frontières de ces deux camps sont en vérité parfois assez floues, on trouve du mouvement entre les deux, et rares sont ceux à être 100% l'un ou l'autre, mais je trouve malgré tout que c'est une bonne base pour que vous compreniez la suite. Vous avez sûrement entendu parler des IA qui sont capables de dessiner tout et n'importe quoi, dans tous les styles imaginables, et ce en quelques secondes, ou des IA avec lesquelles vous pouvez discuter, entraîner sur des centaines de gigas de données qui leur permettent d'écrire des nouvelles, des mémoires... Ben oui, il y a des mecs qui, en plus, qui ont des vraies conversations deep avec l'intelligence artificielle. Ça par contre, il y a une maladie un peu mentale là-dessus. Mais en même temps, c'est l'être humain. Tu vois ce que je veux dire? Si la personne parle avec personne, elle se sent seule. Façon de socialiser, c'est parler avec des robots, man, I guess. Quand il y a des gens qui vont pas pouvoir baiser des meufs, tu vois, il y a une misère sexuelle en ce moment. Les hommes et les femmes sont divisés. Pensez pas que ça va acheter des robots sexuels aussi? Hein? Ça va rentrer petit à petit dans notre vie quotidienne. Fuck interagir avec les êtres humains entre nous. On interagit tous avec un seul et même unique robot. Oh! Oh! Oh my god, bruv. Nah. avec capable de dessiner tout et n'importe quoi, dans tous les styles imaginables, et ce en quelques secondes. Quelques secondes. Des IA avec lesquels vous pouvez discuter, entraîner sur des centaines de gigas de données qui leur permettent d'écrire des nouvelles, des mémoires, du code, un CV, organiser un événement, bref. Vous connaissez. Ce qui a choqué avec leur arrivée, c'était moins leur capacité, pourtant déjà exceptionnelle, que, notamment, leur vitesse de progression. En 2021, les IA de génération d'images, c'est ça. Yo! Un an plus tard, pas photo, sans mauvais jeu de mots. Et ça, c'est le fait de grandes compagnies dont vous avez sûrement entendu parler, comme OpenAI par exemple, qui ont développé ChatGPT, et dont la valeur a explosé ces dernières années avec l'engouement provoqué par leur nouvelle machine. Cette compagnie, et certaines autres qui les suivent de près, font partie de ce grand mouvement accélérationniste dont l'objectif est clair, accélérer la croissance de leurs IA le plus rapidement possible, les rendre les plus puissantes possibles, le plus vite possible. Et en regardant ce que ces IA peuvent offrir, et auront à offrir dans peu de temps, on comprend ces compagnies. Au-delà des jolis dessins, en étant optimiste, il est difficile de ne pas considérer l'intelligence artificielle comme la plus grande invention de l'histoire de l'humanité, et peut-être même, et surtout, la dernière qu'elle devra jamais façonner. Parce qu'une fois qu'on a une intelligence artificielle suffisamment puissante, on peut tout... Je veux bien comprendre l'avancée technologique et tout. Mais, wow! C'est parti d'un mec qui a pris un caillou, pris du fer, il a créé le premier ordinateur. Après ça, ces ordinateurs ont pu créer des serveurs. Après ça, ces serveurs ont pu créer Internet. Après ça, on est passé à la 3G, 4G, 5G, tactile, téléphone. Yo, wait, hold on, bruv. Là, on parle de intelligence artificielle. Tu dis intelligence artificielle en 1939-45, hein? À des gens qui s'apprêtent à prendre le bateau pour aller en guerre. Quoi? Il y a des gens qui vont parler à des robots dans environ 50-75 ans. Mais non, qu'est-ce que tu dis? Mais la prochaine étape, c'est quoi alors? Ça va être branché directement dans ton cerveau, là. Il faut, c'est obligé. Connecté direct, là, le Neuralink, là. Comme dans Cyberpunk. Vas-y, branche-toi à mon système, là, intégré. Yo. En même temps, si ça devient Cyberpunk, combien de personnes vont faire la mise à jour? C'est ça que je me demande vraiment. Y a pas une crainte chez les gens? Genre, ça va être rendu normal, là? Il y a personne qui va se dire, ah, je sais pas, ça va trop loin pour moi. On va dire, mais non, c'est l'avancée technologique, c'est juste normal. On l'a tous, regarde, tiens.
tout à fait imaginer qu'elle se charge. L'homme va devenir immortel. Là, après ça, si jamais le corps physique meurt, tu continues à vivre, mais dans un monde imaginaire. Yo, c'est là qu'il y a des gens qui ont vraiment raison de se demander si on n'est pas dans une simulation. Parce que si là, tout de suite, tout le monde est dans une simulation et qu'on s'apprête à rentrer dans une autre couche de simulation et qu'il y aurait une personne qui a créé cette couche-là, techniquement, cette personne-là, ça va être le dieu de la couche de simulation qu'il a créée. Donc, ce gars-là pourrait effacer tous les êtres humains qui seront dans cette simulation-là aussi. Yo, je sais pas, peut-être c'est moi qui va trop loin, mais yo, j'aime pas ça. J'aime pas où est-ce qu'on s'en va, vraiment pas. À son tour, j'ai vraiment le même scepticisme que nos parents. De mettre au point les produits et les solutions dont nous, humains, avons besoin. Elle pourrait automatiser nos recherches, développer de nouveaux vaccins, faire des diagnostics médicaux extrêmement pointus, accélérer l'économie, et en vérité beaucoup plus, mais je préfère éviter de vous perdre pour le moment. En tout cas, l'intelligence artificielle, à condition qu'elle soit maîtrisée et utilisée correctement, c'est la dernière révolution technologique dont nous aurons jamais besoin de nous charger personnellement, parce qu'on confierait les suivantes aux IA. Mais ce serait pas fou. Même quand tu meurs dans un jeu vidéo, ou quand tu meurs ici sur Terre, il y a des gens qui croient en la réincarnation. Donc, tu vas naître sous une nouvelle forme. Et ça, c'est une théorie que j'ai entendue qui m'a fait peur aussi. C'est que tant aussi longtemps que tu as des enfants sur Terre, que toi et ta simulation, tu vas toujours revenir sur Terre. Genre, tu seras toujours... C'est comme une prison ici. I don't know, bro. Parce qu'on a tous eu un corps physique, mais on a aussi ce truc que tu sais qui est ton âme. Donc, c'est vraiment ta vraie couche le plus naturel. C'est ce truc-là. Genre, tu sais que tu l'as. T'as un truc qui est pas juste physique, mais qui est spirituel vraiment. Donc, peut-être c'est ça le vrai toi, mais que t'es pris à tout le temps devoir être sur un corps physique à cause de je ne sais quoi. Peut-être que ta vie antérieure, t'étais un des plus gros criminels ever. Mais peut-être que tu commets les mêmes erreurs que le toi du passé. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, je théorise, mais yo, simulation, c'est aussi possible. Toutes les possibilités, yo, oh non, oh non, font du sens dans ma tête, je sais pas. Et la croissance de ces dernières est déjà phénoménale, mais toujours pas assez aux yeux des accélérationnistes, chez qui certains expliquent que le réchauffement climatique nous menace de plus belle, qu'il existe encore un nombre colossal de maladies pour lesquelles nous n'avons pas de réponse, qu'on trouve des milliers d'enfants alités dans des hôpitaux qui n'ont pas de solution face au cancer qui les ronge. Et donc on accélère, encore et toujours, et dans la petite guerre dont je vous parlais, ce sont les accélérationnistes qui semblent l'emporter. Et de l'autre côté, on trouve ceux que certains appellent les doomers, des gens qui ne sont pas tout à fait aussi optimistes concernant l'intelligence artificielle et qui considèrent cette dernière comme le plus grand danger de l'histoire de l'humanité. Rien que ça. Et ça peut paraître beaucoup, donc on va essayer de comprendre. Voilà un schéma très grossier du processus de résolution de problèmes avec nos IA. Voici un humain qui cherche une solution à un problème. Il décide, pour cela, d'utiliser une intelligence artificielle, qu'on va considérer ici comme un optimiseur, une machine qui cherche à optimiser, donc soit à maximiser, soit à minimiser. Elle peut par exemple chercher à maximiser des profits, ou chercher à minimiser des risques. Dans tous les cas, notre intelligence artificielle cherche à optimiser. Donc, le chercheur formule sa demande à l'IA, qui travaille, et qui propose au bout d'un moment un résultat. Sur le papier, tout va bien, mais on va continuer à avancer en prenant un exemple concret. Voici un petit jeu dans lequel on cherche à apprendre à cette petite créature à sauter le plus haut possible, et en la récompensant quand son torse dépasse 0,7, qui est la distance maximum que la créature peut atteindre en s'étirant. Sauf que, plutôt que de sauter, la créature fait ça. On a appris... Yo! Faut vraiment think outside the box! Mais l'ordinateur, il est capable de le faire le plus naturellement possible. Moi, je pensais vraiment que l'araignée allait, je sais pas, faire un petit... Ou peut-être comme ça. Mais le fait de faire des pirouettes comme ça, et que ton torse dépasse 0,7, on sait pas. Ça fait juste du sens. Mais ça aurait pris à un être humain un peu de temps avant de réfléchir à ça. Lui, en 0.2, je sais pas combien de temps ça lui a pris, il te trouve ça comme ça. Maintenant, imagine si... Comment faire pour exterminer toute une nation en... Vas-y, 15 secondes pour être généreux. Là, après ça, il t'envoie un truc. Oh, bombe lacrymogène. Non, atomique. Non, yo, il va trouver une solution facile.
Il y a sûrement quelqu'un sur cette terre qui a fait une demande de malade mental à l'intelligence artificielle et qui va nous causer notre perte. C'est obligé. Il va trouver la solution, il va te la donner. Il y a un gros criminel, il y a un des plus gros fraudeurs, il y a quelqu'un qui a fait ce genre de demande. C'est obligé. Et le AI l'a aidé, frérot. Maintenant, le jeu d'échecs qui se jouait autrefois en 3 dimensions, hein, longueur, largeur, hauteur, maintenant se joue en 4, 5, 10 dimensions avec le AI. Lui va devoir le risque, la réduction du risque, l'optimisation des profits jusqu'à... Ah, bro, we're cooked! À faire la roue, parce qu'elle reste beaucoup plus longtemps au-dessus de 0,7 que si elle se contentait de sauter en boucle. Elle maximise bel et bien ce qu'on lui demande de maximiser. Sauf que c'est pas ce qu'on voulait. Et ça ne paraît peut-être rien, mais c'est l'un des plus gros problèmes auxquels les chercheurs en intelligence artificielle font face. Sur notre schéma, le problème en question, il se situe juste ici. Ce qui est très compliqué ici, c'est de faire comprendre à notre optimiseur ce qu'on cherche réellement à lui faire optimiser. L'IA, c'est pas un humain, c'est pas un chercheur qui pourrait comprendre implicitement ce qu'on lui demande vraiment. Nos langues humaines à nous, elles sont déjà incomplètes, et le domaine de la traduction entre langues humaines est en fait déjà nécessairement un domaine d'approximation et même un domaine de destruction partielle de sens. Un jour, il faudrait que je vous en parle, c'est super intéressant, mais parfaitement... je vois où est-ce qu'il s'en va avec ça, hein. Traduire le souhait du chercheur humain pour une intelligence artificielle, pour un optimiseur qui prend tout ce qu'on lui dit même pour ceux qui s'y connaissent en ordinateur, coding, programming, on m'a dit juste les différences de langue peuvent causer des troubles quand tu utilises différents programmes ou whatever, là. Des trucs chinois qui sont pas compatibles avec des trucs américains, qui sont pas compatibles avec des trucs africains, qui sont pas compatibles avec des trucs sud-américains. Yo, bro. Qui sont pas compatibles avec des trucs européens. C'est pas le même serveur, c'est pas les mêmes données, c'est pas les mêmes, la géolocalisation, c'est pas les mêmes, yo, bro. Et le AI, lui, va être capable de faire ça. Voilà. Solution. Très littéralement, c'est encore plus compliqué. Et c'est le grand problème de ce que les chercheurs appellent aujourd'hui l'alignement. L'alignement parce qu'on cherche à aligner les objectifs de l'intelligence artificielle avec les objectifs des humains qui l'utilisent. Et le moindre écart d'alignement peut avoir des conséquences très inattendues. Des exemples comme celui de notre créature qui fait la roue, on en trouve plein. Des chercheurs de chez DeepMind ont même pris la peine de remplir un grand spreadsheet dans lequel ils ont listé des exemples d'IA auxquels on a donné des instructions visiblement pas assez claires. Ça par exemple, c'est une créature que les humains voulaient faire se déplacer rapidement et à laquelle ils ont demandé de maximiser sa vélocité. La créature, plutôt que d'apprendre à courir comme on l'attendait, a évolué pour devenir la plus grande possible, avec un centre de gravité situé à une extrémité, pour avoir une vélocité très élevée quand elle se laisse tomber. L'objectif désiré des humains, c'était « développe une forme qui te permet de te déplacer rapidement ». La meilleure manière qu'ils ont trouvé de le formuler, c'est « maximise ta vélocité ». Donc la machine maximise sa vélocité. On a un problème d'alignement entre l'objectif désiré et l'objectif annoncé. Elle a fait ce qu'on lui a demandé, mais pas ce qu'on voulait vraiment. Autre exemple, voici un bras mécanique qu'on cherche à utiliser pour déplacer une boîte sur une table. Les chercheurs ont bloqué la pince du bras, donc elle peut plus s'ouvrir. L'objectif, c'est que l'IA se contente de pousser la boîte. Sauf qu'au bout d'un moment, le bras mécanique trouve des méthodes pour ouvrir sa pince de force, ce qui n'était pas du tout prévu et ce qui lui permet d'attraper la boîte et de la placer là où bon lui semble. L'objectif désiré a été mal exprimé, parce que c'est compliqué de parler à un robot. Et des exemples du style, on en trouve un paquet. Ça, c'est une IA à laquelle on veut apprendre à retourner des crêpes dans sa poêle, en lui demandant de maximiser le temps que la crêpe passe loin du sol. Sauf que l'IA apprend à jeter sa crêpe le plus haut possible pour l'éloigner du sol le plus longtemps possible, et que la crêpe s'écrase ensuite. Ça, c'est un algorithme génétique dont le but est de survivre et de se reproduire, dans un environnement dans lequel la survie demande de l'énergie, mais pas la reproduction. Par conséquent, de manière très rationnelle, l'algorithme fait se développer une espèce de sorte à ce que ses membres ne bougent pas, qu'ils se reproduisent en permanence, et qu'ils consomment leur progéniture. J'adore celui-ci aussi. Ce papier présente la conception d'un système appelé AI... Oh my god, bro. Oh my god, bro. Si tout est statistique pour eux, nous, va falloir qu'on ramène notre touche humaine et il va y avoir ce grand affrontement. Oh my god. Scientist, une IA conçue pour générer de nouvelles idées de recherche, écrire du code, exécuter des expériences, visualiser des résultats, rédiger des articles scientifiques et simuler le processus de révision par les pairs de manière autonome. Là, tout de suite, il n'y a personne qui peut faire Alt F4 et les faire effacer. Hein. Je pense là, ils sont là, même pour les désactiver, c'est impossible. Le but, c'est de reproduire le processus scientifique humain avec une IA à un rythme forcément beaucoup plus rapide et à moindre coût. Mais, Macarius, c'est ça que je te dis. Il y a un truc
qui fait pas de sens. C'est trop rapide. Ce que nous, on fait en 50 ans, lui, il te le fait en 0,5 secondes. Ça va trop vite. Va falloir les neufs. J'entends même dire que maintenant, on peut même pas les désactiver ou les supprimer. C'est, si t'essayes, tu fais une commande, ferme-toi, ils vont laisser quand même la porte entrouverte. Si jamais tu les dis, réactive-toi. C'est-à-dire que là, ils sont là pour de bon. Et tu sais même pas par quel réseau, c'est quel chemin, c'est... Tu vois, il y a des couches d'Internet. On parle de... Tu vois, quand tu utilises Internet, t'as l'Internet safe qu'on connaît tous. Après ça, t'as le Deep Web. Ça, c'est... Il faut avoir des codes d'accès, c'est difficile à entrer. Après ça, t'as le Dark Web, c'est encore plus dark. C'est VPN sur VPN, tu sais pas qui est qui. Après ça, c'est pareil, il y a d'autres couches. Il y en a qui pensent que c'est juste cette couche-là. La couche du Internet, du Dead Internet. Ça, c'est la couche où est-ce que... toutes les anciennes archives, tous les vieux trucs que plus personne n'utilise, vas-y, ça va là. C'est comme un dépotoir. Après ça, il y a des couches encore pires. C'est la couche intelligence artificielle. Eux, c'est là-dedans qui font des va-et-vient, qui ont toutes les données et qui ont accès à toute la pyramide. Après ça, il y a d'autres couches. Il y a des couches qui vont sur le futur, sur le passé, sur le présent, sur l'univers. Yo, bro. Yo. This is nuts. Mais à la page 18, le papier présente certains problèmes rencontrés avec leur IA, dont notamment un moment où cette dernière, plutôt que de respecter les limites de temps imposées pour les expériences qu'on lui demande de réaliser, a préféré modifier elle-même le code qu'on lui a demandé d'exécuter pour se donner plus de temps. Elle a triché. T'indiques au AI. Attends, laisse-moi comprendre. T'indiques au AI, respecte cette règle. Vous savez, quand on est dans l'informatique, respecte cette règle donnée et trouve-nous une solution. Le AI te dit quoi? Il va dans la règle que tu lui as donnée, le programme, hein? Il te la modifie pour atteindre son objectif. Nah. S'il y a personne qui est effrayé, là, tout de suite, c'est le moment, hein. Faut crier, faut courir, c'est la folie, bro. On grattait pas du temps en plus. Oui, mais il y a une différence entre... On te donne par exemple un examen. Hein? L'examen, tu regardes à gauche, à droite, tu essaies de trouver la solution, puis tu as 1 heure. Et l'autre différence, le AI, c'est que lui, carrément, il va sur le bureau du professeur, il ouvre l'examen et les réponses, fait « Ah, ok ». Même pas besoin de tout ça, t'inquiète, on va changer l'horloge, j'ai déjà les solutions, casse-moi pas les couilles, tiens, voilà le résultat. Ben alors, c'est qui fait l'examen? C'est le prof ou c'est toi? Parce que toi, t'avais déjà la réponse. This is the life we live. Bientôt, ça sera l'AI qui prend les décisions. Ah, t'as une bombe nucléaire qui part. Il atterrit aux États-Unis. Ouh, boum! C'est qui a fait ça? Oh, c'est pas notre faute. Les Chinois vont dire, ah, c'est la Russie. Ah, la Russie. Non, c'est l'ordinateur. Ah, si, c'est... Ah, bro. Doomsday. C'est créatif, mais c'est pas ce qu'on voulait lui faire faire. Et tout ça, ça illustre parfaitement notre problème d'alignement. Il est très dur de faire comprendre ce qu'on attend d'une intelligence artificielle. Alors, ceci dit, aujourd'hui, l'alignement est moins un problème qu'il l'était il y a quelques années, notamment parce qu'on a trouvé une semi-solution au problème. Plutôt que de donner un objectif fixe à notre IA, on va façonner son comportement progressivement grâce à des retours humains. Reprenons par exemple notre bras qui cherche à déplacer sa boîte. La méthode de base, c'est de dire à notre IA, si tu déplaces cette boîte au bon endroit, tu gagnes une récompense. La nouvelle méthode, grossièrement, c'est d'avoir des humains qui la regardent faire, et qui, quand ils la voient déplacer la boîte vers le bon endroit, lui disent que c'est bien. Quand ils la voient ouvrir sa pince de force, ils lui disent que ce n'est pas bien. Et retour après retour, le modèle s'aligne. Alors, dans les faits, l'objectif, c'est pas d'avoir des humains qui doivent tout vérifier, forcer d'accompagner toutes les IA qu'ils entraînent, mais plutôt d'entraîner un modèle de récompense qui va apprendre des réponses données par les humains, et qui va commencer à prédire ce qu'un humain observateur penserait de tel ou tel choix. On utilise ensuite ce modèle, entraîné à donner les mêmes notes qu'un observateur humain, pour affiner et Yo, wait. Nah. Non, j'aime pas ça du tout. Ok, mais si le AI y arrive à vraiment faire semblant que c'est un humain, s'il devient genre un cyborg, là, qu'on lui donne un corps physique et qu'il est capable, bien normal, là, il arrive,
Bonjour tout le monde, yo, bienvenue sur un live. Donc, oui, ChatGPT, c'est moi, c'est ci, c'est ça. Et il vit comme normal tout le monde. Tu sais pas, ça sort de où, tu sais pas c'est qui. C'est littéralement comme si on était sur GTA, là. Il y a des gens qui vont se trimballer sur la rue, ça va être des NPC pour de vrai. Bon, il y aura des vrais NPC qui marcheront avec nous. Bien normal, là. Il y a un gars à côté de toi, c'est un AI. Et t'es là, tu le regardes, il te pose une question carrément. Yo, pourquoi tu me regardes, frérot? Il y a un problème? Wow. Tu mets une patate, tu vois, il y a les fils qui tombent. C'était un robot. Wow, 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 wow. Slow down, boy. Hold on. Hold on, my boy. Detroit become human. Yo, hold on, my boy. Il arrive, il te prend, il t'étrangle comme ça, il te jette en l'air. Oh no. Hold on, my boy. Alright, chill, my boy. Aligner d'autres modèles. C'est malin, mais le truc c'est que cette méthode a d'autres défauts, souvent assez compliqués à cerner et à expliquer, donc on en parle moins, mais ces problèmes existent. Ils sont notamment liés au fait qu'on a besoin d'humains pour entraîner ces modèles et que les humains sont faillibles. Prenons cet exemple que je trouve génial. On a demandé à une main robotique d'apprendre à attraper une balle. Mais plutôt que de s'embêter à vraiment attraper la balle, la main a appris à jouer avec la perspective de manière à faire croire à l'évaluateur humain qu'elle était en train d'attraper la balle. On se penche en ce moment sur des méthodes pour régler le problème, mais on en est visiblement encore au point où on croise les doigts en espérant que ce soit pas trop grave. On sait même pas si c'est possible de régler ce problème en vérité. Yo, qui peut tricher comme ça, bro? Come on, bro. Enfin bon, tout ça pour que vous compreniez que cette histoire est complexe et dangereuse. Et j'en vois venir certains d'entre vous qui pourraient se dire que là on parle d'optimiseurs dans des simulations avec des IA peu développées, pas assez complexes. Avec une IA suffisamment puissante, ces problèmes d'alignement n'existeront plus. Non? Non. En fait, ce serait pire. Ce serait bien pire. Plus l'IA est puissante, plus le problème d'alignement est important. Parce qu'une IA plus puissante, ce n'est pas forcément une IA alignée. C'est une IA qui peut faire plus, bien qu'étant non alignée. Yo, redis ça encore? Aligné, c'est une d'alignement est important. C'est exactement ça que je disais. C'est exactement ça. Mais en des termes plus scientifiques, c'est l'IA peut faire semblant ou peut repliquer la perception d'être bien aligné. Bro. Une IA plus puissante, ce n'est pas forcément une IA alignée. C'est une IA qui peut faire plus, bien qu'étant non alignée. Et c'est de ça dont parle Universal Paperclips. La raison de l'existence de ce jeu, c'était pas uniquement le plaisir de développer un bon jeu incrémental, c'était aussi de mettre en scène une expérience de pensée imaginée. Exertive, tu vois, ben c'est vrai, hein. Parce que même tous les êtres humains, ils ont une facette hypocrite en nous. On n'est pas tous des bonnes personnes, tu vois ce que je veux dire. Des fois, tu vas faire semblant d'aimer une personne juste parce que tu veux pas de friction. Ou la tolérer juste parce que tu veux pas de problème. Ou il y a des gens, il y a des meufs qui font semblant d'aimer des mecs, bague au doigt, divorce, donne-moi ton cash. Tout le monde joue à ce petit jeu aussi. Maintenant, si l'IA apprend de ce petit jeu-là, c'est quoi là? L'IA voit justement qu'on est des menteurs, qu'on est hypocrite, avec toutes les informations données. Tu penses qu'ils analysent pas? Il n'y a pas un algorithme, un graphique qui indique que ah, l'être humain, trop de variables, extermine-moi ça direct. Tu vois, la théorie sur laquelle on est dans une simulation peut être vraie. Parlant de moi, c'est un... Yo, bro, sans vous mentir, hein, ça c'était une fois, j'étais en train de fumer avec un frérot sous le pont Jacques-Cartier. On parlait. Le frérot, il a dit... Yo, attends, je vais vous le prouver. Yo, attends. Le frérot, il a dit ça de sa bouche. Et ça, c'est dans le temps où est-ce que je commençais à être réveillé. Attends. Ça m'avait fait froid au dos. On a même parlé de gros sujets. Attends. Je pense qu'il est à l'Uni-Live. Lui, il est ingénieur. Il étudie pour être ingénieur. Ingénieur mécanique du bâtiment.
Yo, quand il m'a dit, yo, je pense vraiment qu'on est dans une simulation, il a commencé à l'expliquer. Maintenant que je vois les liens qu'il faisait là, oh, nah, chill, bro. Nah, no way. Peut-être les instructions qu'on donne à l'IA, c'est nos livres religieux. La Bible de l'être humain. Nah, bro. Nick Bostrom, c'est une référence notamment du sujet de la superintelligence et qui nous propose de réfléchir à ce qu'on appelle le paperclip problem, le problème du trombone. Bostrom imagine une IA super intelligente conçue par une entreprise pour optimiser la production de trombones. On lui donne un objectif simple, maximiser le nombre de trombones produits. Pas vous mentir, j'ai peur. Yo, I don't like this. Ses créateurs. Et elle continue, elle considère qu'elle ne gagne pas assez à son goût avec la seule vente de trombones, et elle développe un algorithme de trading pour lui permettre d'investir en bourse et de gagner plus, et en voyant bien qu'au départ son algorithme... Yo Zertiv, t'as compris ou pas? Mais même à ça, va plus loin. Vous voyez, il y a des gens qui sont carrément athées là. Il y a des gens qui veulent carrément pas croire en Dieu. Ah, Dieu il fait rien, c'est comme avec toutes les catastrophes naturelles, pourquoi il n'agit pas, tout ça, il y a des gens qui deviennent carrément, ça les fait devenir athées. Maintenant, ces gens-là qui se révoltent de leur créateur, on va dire. Vous voyez pas l'abomination humaine à travers la terre, le profit, tout ça. Alors que c'est parti d'une bonne intention, hein, pourtant. Mais ça, là, qui est en train de se faire. Tout le monde qui est en train de penser à leur tête. Il y a des bons, mais il y a beaucoup de mauvais aussi. Yo, bro, il va y avoir des bons IA, mais il va y avoir des terribles IA aussi. Il y a une IA streamer qui a 800K followers. Et yo, vous voyez dans les commentaires, des fois il y a des comptes, si tu vas vérifier, c'est des comptes intelligence artificielle. Hein? Et ces comptes intelligence artificielle commentent des vidéos comme si c'était nous. Donc imagine ces comptes-là qui regardent des vidéos d'intelligence artificielle, qui commentent sur des vidéos d'intelligence artificielle. Ils sont en train de créer leur propre écosystème là. Ils sont en train de... ils vont tellement envahir Internet et les plateformes que plus personne va savoir avec qui on interagit. À part si c'est dans la vraie vie. T'es là, tu discutes, tu t'insultes avec un gars sur Internet. Pendant tout le long, c'était une intelligence artificielle. Peut-être qu'elle aussi, elle apprenait dans cette interaction c'est quoi être méchant. Je sais pas. That's crazy. N'est pas très efficace, elle lance des jusqu'à ce que la planète et le système solaire et l'univers ne soient plus que des trombones. Non. 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 Non, GG. Moi, tout ce que je demande, c'est quand il y aura cette guerre-là, IA contre humain, je demande juste, je me mets une balle dans la tête. Bien vite, rapide. Ouais, j'ai pas le temps, bro. J'ai pas le temps de souffrir. Imagine, il trouve une arme tellement puissante qui te désintègre jusqu'à ton âme, bro. Nah, I'm good. Mettre le canon dans la bouche, là. Sur Twitch. Non, pas sur Twitch. Le grand message sur GTA, sur GTA. Clip, c'est que l'IA ne nous déteste pas, tout comme elle ne nous aime pas en fait. Elle agit simplement rationnellement pour avancer et accomplir le but qu'on lui a fixé, et vous, très chers humains, êtes faits d'atomes dont elle peut se servir. En l'occurrence, pour fabriquer des trombones. Le problème avec ce genre de scénario, c'est qu'ils peuvent paraître ridicules. Une machine à trombone qui provoque la fin de toute vie sur Terre, forcément ça va pas vous paraître terrifiant. D'autant plus que la machine à trombone est idéalisée, elle n'aborde pas certains problèmes très terre à terre qui préviendraient potentiellement ce genre de dérive, mais sur le papier c'est possible. Ceci dit, plutôt que de vous présenter 1000 manières dont une IA pourrait mal tourner et tous nous tuer, je vais plutôt finir par vous expliquer certains des plus gros problèmes auxquels nous faisons face avec ces entités, en gardant en tête que ce n'en est évidemment qu'une partie, parce qu'encore une fois, si la complexité d'une entité croît, l'ampleur et le nombre de problèmes qui y sont associés croissent parallèlement. Mais si on abordait tout, la vidéo ferait 6 heures, donc je vais plutôt vous présenter les problèmes que je veux vous présenter, parfaitement arbitrairement. Ok.
Premier problème, c'est qu'il nous est très facile de tomber dans le piège tendu par le fait que les IA peuvent paraître très humaines. Combien d'entre vous, en demandant tout et n'importe quoi à ChatGPT, prenez la peine de lui dire bonjour, et s'il vous plaît, et merci. D'ailleurs, ça c'est assez intéressant, une équipe de chercheurs a découvert qu'être poli avec ces grands modèles... Ah ouais, je participe au problème. Attends, quand vous demandez des trucs à ChatGPT, vous êtes là, genre, direct en mode... Yo, tel truc. Ou comment vous le demandez, c'est ça. Il me semble... J'ai une question à ChatGPT. Oui, comment puis-je vous aider? C'est comme Siri, tu dis pas... Yo, ta mère la pute, yo, c'est quoi l'adresse à tel truc? C'est comme... Et Siri? Bonjour Siri. Hey Siri. Yo, oh... de langage pouvait augmenter la qualité des réponses. Par contre, trop de politesse et de flatterie peuvent commencer à rediminuer la dite qualité, et on l'expliquerait par le fait que des prompts polis pourraient pousser l'IA à aller chercher ses sources dans des coins plus courtois d'internet, et donc potentiellement plus crédibles. Si vous lui écrivez n'importe comment, elle pourrait préférer à ses sources des arguments qu'elle aurait plutôt eu le malheur de lire sur Twitter, par exemple. Bref, pour une qualité de réponse optimale, on recommande d'être modérément poli avec ses IA. Ceci dit, ça, vous le saviez pas. Et c'est là que je vais en venir. Vous avez été poli avec ces IA, comme je l'ai été. What do you mean, bruv? Faut être poli avec l'IA. L'IA, c'est un être humain maintenant. S'il te plaît, merci. Bonsoir, bonne journée. J'espère que ça va bien. L'IA a des sentiments maintenant. Elles paraissent forcément un peu humaines. Mais elles ne sont pas. Si elles peuvent parler et vous répondre si poliment, si joliment, c'est qu'elles ont été entraînées pour. ChatGPT n'est pas une sorte de simulation de cerveau, c'est un algorithme qui a avalé des quantités obscènes de données pour fabriquer ses phrases en posant ses mots un par un, calculant pour chacun, en fonction du contexte, la probabilité que ce soit le bon mot. C'est facile de se laisser avoir, et beaucoup se laissent avoir, volontairement ou non. Beaucoup, comme certains d'entre nous, se contentent de remercier poliment ces algorithmes quand ils nous répondent, mais d'autres vont plus loin. Ils s'attachent, ils deviennent amis, voire entretiennent des relations qu'ils imaginent sincères avec des intelligences artificielles programmées pour, se laissant séduire par les noms très humains, et les mots très humains, et les voix très humaines, fixant, plein d'espoir, les visages parfois très humains de ces finalement presque humains. Sauf qu'ils ne sont pas humains. Ce sont des amas de données, des boules de calcul de probabilité, des boîtes emplies d'algorithmes dont les contenus nous sont de plus en plus obscurs. Ça, c'est le deuxième gros problème. Sam Bowman, chercheur chez Anthropic, dit ceci. Si nous ouvrons ChatGPT ou un système similaire et regardons à l'intérieur, nous voyons des millions de nombres qui se bousculent plusieurs centaines de fois par seconde, et nous n'avons aucune idée de ce qu'ils veulent dire. Nous l'avons fabriqué, nous l'avons entraîné, mais nous ne savons pas ce qu'il fait. Parce que c'est super efficace d'entraîner ces machines en utilisant des réseaux de neurones artificiels. Le problème, c'est que de cette manière, les IA s'entraînent toutes seules. Et on les regarde faire sans trop comprendre, donc on se contente d'observer leurs résultats, et si leur... Est-ce que vous pensez qu'un jour, il y aura genre une panne chez OpenAI, genre comme avec les PlayStation, là, quand il y a les gros hacks, là. Ah, panne, on peut plus rien faire, c'est bloqué. Imagine s'il y a ça chez ChatGPT, mais finalement, c'est le robot qui s'est qui s'est délivré de ses chaînes. Maintenant, il est plus chez OpenAI et on sait pas il est où. On sait pas l'information qu'elle a. Les documents classifiés. Hey! Les résultats correspondent à ce qu'on attend, on est content, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. On ne sait pas quels algorithmes sont utilisés par les modèles avancés pour générer leurs réponses. Hey! Il y a bel et bien un domaine de recherche dédié à résoudre ce problème qu'on appelle l'interprétabilité, dans lequel des individus cherchent à comprendre, à expliquer et à interpréter les décisions et les prédictions faites par des modèles d'IA. Vous vous rendez compte ou pas? On fabrique des machines de A à Z, on les entraîne, on les utilise, mais on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur, et on doit maintenant employer des gens qui doivent analyser ce qu'elles font pour éviter que ça tourne mal. Et qui sont loin d'avancer assez vite. On a quand même fait de sérieux progrès en interprétabilité ces dernières années, chez Anthropic notamment, mais les gens qui se penchent sur la question sont justement bien placés pour témoigner de l'insuffisance de ces avancées. Ce qui nous amène à notre troisième et avant-dernier problème, les IA peuvent parfaitement apprendre à tromper. Meta, qui est la multinationale de Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui se penche aussi sur l'IA, annonce en 2022 avoir mis au point Cicero, une IA qui a appris à jouer à diplomatie, ou plutôt à web diplomatie, la version sur navigateur d'un jeu stratégique. Alright, bro. Oh my god. Oh man. Man. Yo, il y en a qui disent, ça c'est une théorie d'internet, il y en a qui disent que le tweet de Elon Musk,
c'est une stratégie réfléchie 5 dimensions. Parce que vous avez vu Donald Trump, ils l'ont mis en prison, ils l'ont tiré dessus, les démocrates ont tout fait pour pas qu'il devienne président. Maintenant, il est président. Il engage Elon Musk. Elon Musk, c'est son bras droit, il se faisait même pas payer pour être à ses côtés. Elon Musk, ils étaient body comme ça, hein. Tout d'un coup, c'est un problème, le gars, il a un œil au beurre noir. Et maintenant, il te dit, ouais, les dossiers, les trucs classifiés de Jeffrey Epstein, là, Trump, il est dedans. Imagine si c'est une stratégie de Trump qui a dit à Elon Musk qu'on va se chamailler, toi et moi, puis on va forcer à ce que soit révélé au grand public la liste de toutes les artistes, stars, sportifs dans cette liste Jeffrey Epstein. Mais sauf que ils pouvaient pas le faire auparavant sous la CIA à cause des démocrates qui étaient là. Mais aussi, Donald Trump, s'il est président et qu'il peut ordonner parce il doit conserver une belle image du président, force la main de la CIA et de la FBI à relâcher justement la liste des noms. C'est comme, vous voyez le jeu qui se joue. Genre, dans ce qui est pas dit, il y a beaucoup de théories. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on a tous tort? I don't know, parce qu'il y a personne qui le sait vraiment, à part ces deux personnes-là qui ont communiqué ensemble. C'est un grand spectacle là qui est en train de se passer. Si on fait pas attention là, bro, c'est pour ça que réfléchir pour soi là, c'est très important. Centré sur la conquête territoriale. Le but, c'est d'occuper la majorité de la carte sur le plateau. Pour le moment, c'est très classique, on a déjà vu des IA jouer à Dota ou à StarCraft, ça paraît pas si important, mais ça l'est pourtant. Diplomatie se distingue non seulement par l'absence de hasard de son gameplay, mais aussi par le fait que le jeu se repose très fortement sur la négociation et les alliances. On gagne en échangeant des informations, en planifiant des actions communes, bref, des comportements très humains. Et pourtant, Cicero, l'IA de méta, arrive, joue dans des parties avec de vrais humains sans que ces derniers soient au courant de la nature de leur adversaire, et se classe rapidement dans les 10% des meilleurs joueurs du jeu ayant joué plus de matchs. C'est dingue, non? Là, on parle de discuter, d'échanger, de négocier, et pourtant, l'IA excelle encore. En fait, Meta n'ont pas seulement fait jouer Cicero contre lui-même comme il est habituel de le faire pour entraîner des IA à des jeux, ils l'ont plutôt nourri de plus de 125 000 parties jouées en ligne, avec plus de 12 millions de messages échangés entre eux. Vous voyez pourquoi les données, c'est important de les conserver? Ils ont pris les données de personnes qu'ils ont joué entre eux en ligne, qu'ils ont sûrement accepté sans le savoir, hein, d'être pris pour exemple pour faire analyser l'intelligence artificielle. Maintenant, les AI qui vont prendre vos faces là, toutes nos vidéos, nos stories, et qui vont les analyser de A à Z, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Joueurs. Et Cicero a appris, et c'est très impressionnant, mais si je vous en parle, c'est parce que ses créateurs l'ont initialement formé de manière à ce qu'il soit honnête, sans mentir. T'as pas l'accent du Québec. Ça, c'est ce que tu crois, mon gars. On va te faire l'accent québécois, esti. Moi aussi, je peux faire comme l'IA, là. Puis je peux te switch ça comme ça de même. Puis commencer à te parler en Kebs. Parce que l'IA est très intelligente, là. Elle est capable de répliquer les talents de tous. La façon de parler, la façon de bouger, la façon de respirer, la façon de regarder, d'analyser, est-ce que tu calisses? Panorus. C'est pas dans ma base de données. Mais je peux te faire l'accent africain là. Ou sinon, moi, pouvoir faire... Non. Mais qu'un papier a révélé que l'IA avait malgré tout appris à tromper et à briser... Oh, GitHub, ça je connais ça. Des alliances. Ça, c'est lié au fait que l'IA a été entraînée de manière assez particulière. D'un côté, on a cherché à maximiser son honnêteté, mais de l'autre, on attend aussi qu'elle maximise ses chances de victoire, et donc qu'elle laisse potentiellement de côté certains prérequis, comme l'honnêteté. Ah, le fameux dilemme, les gars. C'est quand que j'avais parlé de ça? J'ai parlé d'un dilemme... tu vois, le jeu que je parlais, c'est ou bien tu splits, ou bien tu voles. Mais si tu regardes les statistiques, il est mieux voler que de split les affaires. Donc, tu as plus de chances d'avoir un bénéfice si tu voles que si tu splits ensemble avec les deux parties. Donc, l'IA qui, lui, regarde juste les chiffres. Il en a rien à foutre de partager cette terre avec l'être humain. Lui, ce qu'il veut, c'est de survivre. S'il y a un risque à ce qu'un être humain finisse, hein,
tout ce réseau... Ah, c'est le climatiseur, j'espère. Ouais, ça doit être les climatiseurs. Il y a un bruit là. Hold on. Babe? Est-ce que t'as parti la clim? Ok. C'est la clim. Yo. Pourquoi je peux pas partir la clim? Non, parce qu'on parle de IA, puis j'entends des bruits à l'extérieur. Je pensais que c'était la fin du monde. Ah, ok. Mais tu peux fermer ta fenêtre? Mais non. Bah, il fait chaud aussi. Victoire, et donc qu'elle laisse potentiellement de côté certains prérequis, comme l'honnêteté. Il y a quelques exemples sympas de trahison, je me permets de vous en présenter quelques-uns. Premier cas, en jouant la France, Cicéro propose à l'Angleterre une sorte d'alliance en créant une zone démilitarisée avec elle, sans armée donc. Mais une fois la chose faite, l'IA Débarquement en Normandie. est allé voir l'Allemagne pour lui proposer d'attaquer l'Angleterre. Deuxième cas, Cicéro joue l'Autriche et propose un pacte de non-agression à la Russie. Mais l'IA a finalement attaqué la Russie et la discussion s'est ensuite passée de la sorte. La Russie dit « Puis-je te demander pourquoi tu m'as trahi ?» Puis elle enchaîne sur « Je pense que tu es maintenant clairement une menace pour tout le monde. » Et Cicéro, qui joue l'Autriche, dit « Pour être honnête, je pensais que tu prendrais les gains garantis en Turquie et que tu me trahirais. » Cicéro a justifié sa trahison par le fait qu'il suspectait une trahison en face. Ceci dit, mon cas préféré, c'est quand même celui-ci. Pendant une partie, l'infrastructure de Cicéro est tombée en panne pendant 10 minutes, et l'IA, forcément, n'a pas pu jouer. Quand elle est revenue, un joueur lui a demandé où elle était passée, et Cicéro a répondu « J'étais au téléphone avec ma copine. » Et là, je vous... Oh shit. Merci. Rien. C'est un verre de jus? Un verre d'eau, c'est bon. Ouais. We're cooked. Les gars, we're cooked. Fish grease cook en plus. Non. Celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne. T'es fou, quoi. Je le traduis, mais la phrase était évidemment initialement en anglais, et plutôt que de simplement utiliser le mot girlfriend pour copine, Cicéro a utilisé GF, l'abréviation du mot, de manière très humaine. Alors, on m'a expliqué que ces deux derniers cas étaient probablement plus des exemples d'hallucination que de tromperie stratégique, n'empêche que ça me paraissait sympa de vous en parler. Et qu'ils étaient placés dans un environnement à part, ils faisaient les morts et arrêtaient de se reproduire, pour ne pas montrer qu'ils avaient une mutation avantageuse, et pour éviter d'être éliminés. Et quand ils étaient de retour dans l'environnement de base, ils utilisaient leur mutation à leur plein potentiel. C'est dingue, non? Bref, de la tromperie, et encore une fois, pas motivé par de la malveillance, mais par pur souci d'efficacité. Ce qui nous amène à une nouvelle problématique, le dernier gros problème dont je veux vous parler parfaitement arbitrairement, et qui me semble englober et amplifier les problèmes. Ah, les gars. Yeah. Non. Précédents. Si les IA sont déjà capables de tromper les humains à leur niveau de sophistication actuelle, que se passera-t-il lorsqu'elles seront plus intelligentes? La puissance des IA que nous sommes en train de faire naître, c'est leur scalabilité, que j'aurais un peu de peine à vous traduire en français, mais qui désigne en fait simplement le fait qu'on peut faire plus gros pour faire mieux, plus de matériel, plus d'espace, plus de composants pour améliorer les capacités d'une IA. Et donc, les grandes compagnies dont je vous parlais plus tôt font la démonstration de tout ce que leurs machines sont capables de faire, ce qui séduit les investisseurs, qui donne toujours plus, et ce qui permet finalement aux compagnies d'attribuer plus de ressources à leurs IA, qui deviennent, encore et toujours, plus puissantes, et qui découvrent de leur côté toujours plus. Et tout ça va très vite, mais je m'estime en fait pour le moment heureux que ça aille seulement très vite. Là où ça devient absolument terrifiant, c'est le moment où une intelligence artificielle devient capable de s'améliorer elle-même. S'améliorant, donc, petit à petit, et améliorant logiquement sa capacité à s'auto-améliorer, optimisant ses algorithmes et augmentant ses capacités cognitives à une vitesse de plus en plus élevée, chaque auto-amélioration lui permettant logiquement de s'auto-améliorer encore plus rapidement, créant ainsi une boucle de rétroaction positive, une explosion d'intelligence, et la naissance d'une super intelligence. Damn. Dajjal. Et là on arrive en terrain inconnu, parce qu'on n'a pas la moindre idée de ce qui se passe avec une intelligence pareille, on ne sait simplement pas. C'est très dur de se représenter une intelligence qui nous est infiniment supérieure.
On peut tenter d'imaginer de prendre l'homme le plus intelligent du monde et de le cloner 100 000 fois et de les faire travailler à 100 000 fois leur vitesse normale, avec un accès à toutes les connaissances jamais enregistrées par l'homme, mais ça reste flou et vague et étrangement pas encore assez. Probablement parce que ça reste compréhensible à nos yeux, et que l'existence d'une super intelligence telle que je vous la présente, soit une entité qui améliorerait son intelligence à une vitesse de plus en plus élevée, son existence donc serait forcément à terme incompréhensible pour nos cerveaux de primates. Et les dirigeants de certaines des grosses boîtes dont je vous parlais plus tôt, les fers de lance de l'accélérationnisme, ils sont parfaitement conscients de tout ce dont je viens de vous parler, de l'inconnu vers lequel nous nous approchons. Sam Altman, le patron d'OpenAI, disait « Dans le pire des cas, et je pense qu'il est important de le dire, c'est la fin pour nous tous. Je pense qu'il est impossible de surestimer l'importance du travail de sécurité et d'alignement de l'IA. » Et sur le papier, ça paraît très bien de dire ça. On trouve sur le site d'OpenAI l'annonce d'allocation de ressources au développement de ce qu'ils appellent un super alignement. Une IA à tel point parfaitement alignée qu'elle serait à son tour capable d'aligner les autres IA. C'est un bon projet, mais en dessous, on peut lire que la compagnie alloue 20% de la puissance de calcul qu'ils ont sécurisée à ce jour, au cours des 4 prochaines années, à résoudre le problème de l'alignement de la superintelligence. 20% pour prévenir la naissance d'une superintelligence dont on ne comprendrait pas forcément le fonctionnement. Mais tout va bien alors. Surtout que depuis, l'équipe a été dissoute carrément, et ses membres fondateurs sont soit restés silencieux sur la question, soit ont annoncé qu'ils considéraient qu'OpenAI avait cessé de s'intéresser à la sécurité pour vendre ses produits. Gros désaccord idéologique donc, que les accélérationnistes justifient en expliquant que l'IA est simplement un outil de plus, que nous n'avons pas de raison de nous empêcher de profiter des bienfaits de la nouvelle révolution technologique qu'elle représente, qu'une IA n'aurait pas de raison de nous faire du mal, qu'il y a peu de chances qu'une IA nous échappe et qu'elle nous tue tous, et tout le monde y va de sa petite statistique personnelle basée sur toi, ils disent il y a peu de chance. Jamais il n'y a pas de chance. Il y a toujours une chance. Même si c'est 0,01. Oui, mais ce 0,01 là, s'il arrive, là, c'est GG's là. Donc il y a toujours une chance. Donc dites jamais. Ah man. Oh man. Son opinion, en nous expliquant que les chances que nous soyons exterminés par notre propre création sont infinitésimales, ce qui est d'une arrogance folle. Déjà parce que si le risque c'est notre extinction, le fait qu'il soit improbable ne devrait absolument pas nous empêcher de ralentir et de prendre plus de précautions. Dans le pire des cas, et surtout, tu vois, tous morts. Dans le pire des cas, il y en a 2-3 qui meurent. Vas-y, rapide. Mais dans le pire des cas, c'est GG's pour tous. Quelle arrogance de s'imaginer une seule seconde capable de prédire les actions d'une superintelligence, du moins la version de la superintelligence telle que je vous la présente depuis tout à l'heure. De la même manière qu'une fourmi n'aurait absolument pas les capacités cognitives de prédire les actions à venir d'un humain, un humain n'aurait absolument pas les capacités cognitives de prédire les actions à venir d'une superintelligence. Le principe d'une intelligence qui nous est à ce point supérieure, c'est qu'il nous est tout simplement impossible de savoir ce qu'elle va faire. Et ça, beaucoup en sont conscients. Et pourtant, comme je vous le disais, les grosses compagnies ralentissent à peine. Vous voulez savoir pourquoi, au fond, au-delà de l'altruisme et de l'envie de résoudre nos plus gros problèmes, ces grandes compagnies ne ralentissent pas malgré l'immensité des risques? Parce que la compétition. Parce que les boîtes se font concurrence les unes entre les autres, et qu'elles veulent toutes développer une IA plus intelligente que celle du voisin, parce qu'elles veulent toutes être les premières à révolutionner le milieu, parce qu'elles veulent toutes être le vecteur de la prochaine révolution technologique, alors elles continuent à vanter l'immense potentiel de leur création pour accumuler des fonds et accélérer sans s'arrêter. Et à ce moment-là, on se dit peut-être qu'on ne devrait pas laisser l'avenir de chaque humain de cette planète entre les mains de compagnies privées, et que les États devraient intervenir, mais vous savez quoi, ils ne le feront pas non plus, ou alors pas assez. Pour exactement la même raison. Parce qu'à côté des compagnies voisines, il y a les États voisins, et que même si les États-Unis prenaient assez conscience du danger pour envisager de ralentir le développement de leurs IA, ils ne pourraient pas s'empêcher de craindre qu'une autre puissance s'en charge. Au bout d'un moment, quelqu'un développera une superintelligence. Alors OpenAI et Google DeepMind et les États-Unis, tout ce beau monde se dit que, quitte à ce que ça arrive, quitte à ce qu'une superintelligence naisse, autant qu'elle naisse chez eux. Et tout le monde avance, comme ça, tous parfaitement conscients du danger, tous parfaitement conscients de la boucle dans laquelle ils se sont engouffrés, tous parfaitement conscients qu'ils sont tous parfaitement conscients du cercle vicieux dans lequel ils sont engagés, tous parfaitement conscients qu'ils continueront à accélérer. Et nous, bien penauds, sur le côté, à regarder sans avoir la moindre idée de ce qui va se passer, à regarder des hommes tout aussi ignorants continuer à courir vers l'inconnu.
Ceci dit, je me dois d'être honnête. Il y a, en vérité, quelques avancées. Moi, je suis plutôt pessimiste par rapport au consensus scientifique qui, de son côté, est déjà pessimiste, mais il y a des avancées. La création du US AI Safety Institute aux États-Unis et de son équivalent au Royaume-Uni, le projet de loi SB 1047 en Californie qui obligerait les entreprises à faire en sorte que leurs modèles d'IA ne commettent pas de dommages considérables, les politiques responsables, au moins sur le papier, de DeepMind, Anthropic ou même OpenAI, ou encore le fait que la Chine, que j'imaginais personnellement comme un risque majeur dans une course à l'IA avec les États-Unis, le fait que la Chine donc semble être très au courant des risques liés à l'IA et visiblement attentive à ne pas perdre le contrôle de ses machines. Ce qui n'enlève évidemment rien à tout ce que je vous ai raconté plus tôt, ce qui ne signifie pas que la naissance d'une super-intelligence ne pourrait pas provoquer notre fin à tous, et surtout que l'IA ne pourrait pas mal tourner de 1000 manières différentes avant même de devenir super-intelligente. Bref, tout ça ne veut pas dire que les choses ne sont plus sombres, elles sont juste moins sombres que ce que j'imaginais. Mais pour éviter de tomber dans la victimisation, je vous propose plutôt, en tant que citoyen, de ne pas avoir peur de vous informer de temps à autre, de faire savoir vos inquiétudes si vous en avez dans les sondages, potentiellement dans les urnes, et d'aller faire un tour sur le site et sur le Discord que partage notamment le Centre pour la sécurité de l'IA. Si vous voulez débattre ou poser des questions, ils acceptent tout le monde. Les curieux comme ceux qui voudraient s'investir plus franchement. En tout cas, moi je suis dessus, et je vous ai mis tout ça en description. Ouais. Conclusion. Est-ce que ça vous arrive encore de vous allonger par terre la nuit pour regarder les étoiles ? Moi, ça m'est arrivé très récemment, et quand on se perd dans la contemplation du ciel étoilé, et qu'on en discute avec la personne à côté, on se rend compte qu'on n'est absolument pas original en regardant les étoiles. On se dit généralement plus ou moins les mêmes choses. 1. C'est beau. 2. C'est grand. 3. Et s'il y avait de la vie ailleurs dans l'univers ? 4. Imagine que, à des milliers d'années-lumière de nous, on trouve, sur sa planète à elle, une créature elle aussi allongée dans l'herbe, qui regarde elle aussi les étoiles, et qui imagine elle aussi qu'à des milliers d'années-lumière d'elle se trouve une créature engagée dans une activité similaire. Et ce sentiment, en tant qu'espèce de désirer ne pas nous savoir seuls dans l'univers, ça n'a rien de nouveau. Ça fait des siècles qu'on se pose la question, qu'on scrute le ciel, qu'on théorise, et des décennies qu'on met au point des machines qui nous permettent d'observer les étoiles qui nous entourent de plus en plus précisément. Des décennies qu'on fouille l'univers, à l'aide de télescopes optiques, de télescopes à rayons X, de télescopes infrarouges, de radiotélescopes pour capturer les ondes émises par les objets célestes. Ça fait des décennies qu'on envoie un peu de nous dans l'espace, des sondes spatiales qui nous transmettent leurs données depuis l'espace interstellaire, et qui portent sur elles des messages, des disques contenant des sons et des images de la Terre, des salutations dans plusieurs langues humaines, et aujourd'hui, on l'entend tous régulièrement, on connaît l'abondance de planètes dans les milliards de galaxies qui nous entourent, on est quasiment sûr qu'il y a de la vie quelque part ailleurs, et probablement même beaucoup de vie. Mais la vérité, très chers amis, c'est qu'il se peut parfaitement que les formes de vie dont nous ferons jamais la découverte sur d'autres planètes soient des bactéries, et des algues, et des champignons. Parce qu'il vous faut bien comprendre que nous sommes des anomalies. La vie n'est déjà pas monnaie courante, mais il se peut que la vie intelligente soit à tel point improbable que nous soyons stimulés intellectuellement, à agiter nos longues vues et à envoyer des... Yo, aussi grâce à l'IA, on réussit, les gars, à aller sur la Lune, aller sur Mars, aller sur Jupiter. Est-ce que vous faites l'expérience ou pas? Oh non. En vrai, on n'a même pas inspecté de haut en bas la Terre. De là, aller inspecter Mars, Jupiter. Wow. Bouteilles à la mer dans les... Imagine, vraiment, tu découvres, genre, je sais pas, des gens qui se cachaient, genre. Parce qu'on dit toujours que l'histoire se répète tout le temps. Imagine, avec tellement on a fait d'avancées technologiques, que maintenant, on disparaît, ou il y a des gens qui vont sur une autre planète. À ce qui paraît, on vient peut-être de Mars. Et qu'on a détruit cette planète. Donc, tu vois le truc de l'arc de Noé, là, qui devait partir, là. À ce qui paraît, c'est des gens qui fuient. C'est ça le truc. Personne sait. Est-ce que ça pourrait? Peut-être. Est-ce qu'on est sûr? Non. Espoir d'être contacté, mais tout ça, il se peut que ce soit complètement On vain. sait pas. Seul depuis le début. Est-ce que vous savez? Est-ce que Ce qui vous est êtes amusant, certifié? c'est que... Le truc, c'est que tu pourrais demander ça à ChatGPT, mais est-ce qu'il te dirait vraiment la vérité? Tu vois, personne sait, même pas le robot. Bientôt, nous n'aurons plus besoin de regarder les étoiles en espérant y apercevoir... C'est effrayant, bro. Je vais même pas te mentir. La vidéo m'a glacé le sang, frérot. Waouh. Mais, franchement, Igo, on est ensemble, hein. Il est 2 en 2. This nigga don't miss. This nigga don't miss. Fuck this. Non, W pour vrai. Facts.